Nous allons passer maintenant à des sciences humaines et de la religion et de la philosophie, de nouveau à des sciences cognitives. Et notre premier conférencier sera Madame Julie Grèze de l'INSERM 11 sur le topo base neurale des relations avec l'autrui. Bonjour, donc cet après-midi, je vais vous présenter des données principalement en neuroimagerie chez l'homme sain et il s'agit de travaux qui se sont intéressés à la perception des comportements non verbaux. Donc je m'intéresse à la communication non verbale et à ses bases neurales. Et en fait, l'idée, c'est que la dimension expressive des comportements apparaît surtout justement dans les gestes, les mimiques et les postures des autres personnes, qui sont en fait des indices et des signaux pour nous, pour décoder leurs intentions et leurs émotions. Et donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler. En 3 temps, je vais d'abord vous parler de la perception des actions des autres individus, puis la perception de leurs intentions, et enfin la perception des émotions. Et je vais essayer à 2 endroits, notamment, de faire ce lien avec cette histoire de prise de perspective, parce qu'il est assez évident pour moi que pour comprendre autrui, il faut aller prendre son point de vue, prendre sa perspective. Et je vais vous présenter 2 résultats que je suis allée chercher dans mes propres données cette semaine, qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur la conception que j'avais en fait de ce processus de prise de perspective de l'autre, puisque je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc je vais essayer de partager ça avec vous et aussi du coup les doutes que ça a engendré sur la conception que j'en avais de ce processus. Alors, pour commencer, donc, je vais parler de la perception des actions avec la question suivante, c'est en fait comment comprenons-nous les actions d'autrui ? Et il se trouve que dans la littérature, il existe beaucoup de conceptions, mais notamment 2 assez dominantes, qui sont les suivantes. La première, c'est que nous aurions un mécanisme qui sous-tend ce qu'on appellerait des représentations partagées, c'est-à-dire que le cerveau possède un système qui est spécialisé dans la compréhension des actions d'autrui et qui est basé donc sur la représentation des commandes motrices qui sont nécessaires à la réalisation de cette action. Donc c'est un peu l'idée que quand je perçois vos actions, je vais utiliser mon propre système moteur pour comprendre vos actions. Et puis, il y a un deuxième système ou plusieurs autres systèmes qui seraient plutôt basés sur des systèmes d'inférence, donc de raisonnement. Si A fait ça, alors je peux en déduire. Et ça reposerait sur des réseaux cérébraux très différents du premier mécanisme. Alors, quelles sont les évidences finalement pour l'un ou pour l'autre de ces mécanismes et peut-être comment ces différents mécanismes interagissent lorsqu'on perçoit les actions d'autrui ? Donc la première chose, c'est qu'il existe maintenant de nombreuses données dans la littérature qui sont en faveur de cette idée de représentation partagée entre soi et autrui. Et ces données viennent d'une part de chez le singe, avec la découverte, il y a maintenant plus de 10 ans, des neurones miroirs par l'équipe de Rizzolatti, au sein des cortex pariétaux et prémoteurs, en fait des régions motrices, et ils ont découvert que ces neurones sont actifs non seulement quand le singe va réaliser une action, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ce même neurone va également être actif lorsque le singe observe un autre singe ou un expérimentateur en train de faire la même action. Donc on a ici un recouvrement total au sein de la même cellule entre percevoir et agir. Et chez l'homme, depuis, il y a eu de nombreuses données en imagerie qui vont exactement dans le même sens, c'est-à-dire qui montrent que lorsque je perçois les actions d'autrui, eh bien, mon système moteur va être mis en jeu et ça va me permettre de comprendre les actions d'autrui. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'on a bien une activation au sein des régions motrices lorsque j'observe de façon passive l'action d'autrui, et ça, c'est l'activité lorsque je réalise moi-même cette même action. Alors on a une différence d'intensité, et heureusement parce que sinon probablement nous serions tout le temps en train d'imiter les actions d'autrui, mais il y a quand même une activité exactement au même endroit dans le cerveau entre percevoir et agir.
Donc l'ensemble de ces données suggérait en fait qu'on avait un système de résonance motrice, d'accord ? On entre en résonance avec l'autre, avec ses actions, et probablement ça nous permet de comprendre ce que l'autre fait. Alors maintenant, il s'agit d'aller rechercher quelles sont les limites de ce système, parce que c'est bien beau d'avoir découvert ça, mais probablement ce système a des limites, et quelles sont-elles ? La première chose qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des influences des propriétés de ce qu'on était en train d'observer. Et notamment, ce qu'on a montré, c'est que le cerveau rentre en résonance avec l'action d'autrui que si celle-ci est biomécaniquement réalisable. C'est-à-dire que ici, c'est un petit truc pour faire une expérience. Je vous présente 2 photos avec un temps très long entre les deux ou beaucoup plus court, et ça va engendrer chez vous 2 percepts différents. Et il va y avoir une action qui n'est pas biomécaniquement possible puisque le bras traverse la jambe, alors qu'ici, vous allez percevoir une action possible, c'est-à-dire que le bras va passer au-dessus de la jambe. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que le cerveau rentre en résonance uniquement pour les actions que l'on est capable de faire avec notre corps. Donc l'ensemble de ces expériences donne cette information. Il faut que ça respecte une certaine loi de puissance de tiers qui est une des définitions de ce qu'on appellerait le mouvement biologique. Ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est que on a pu montrer, et chez l'adulte et chez l'enfant, qu'il y avait aussi une influence de l'apprentissage sensorimoteur. Donc cette fois-ci, c'est pas seulement des actions que nous pouvons faire nous tous, mais c'est qu'il va y avoir une influence en fonction des capacités propres de chaque individu. Donc ce qu'on a pu montrer, en particulier chez l'enfant, c'est que si on prend un groupe d'enfants et qu'on le sépare en 2 groupes en fonction de leur développement moteur, c'est-à-dire qu'on prend un enfant avec des développements très avancés au niveau moteur versus un groupe un peu moins avancé, et qu'on leur montre des actions qui sont justement biomécaniquement possibles ou impossibles, on a pu montrer que, c'est Vincent Reed qui a montré que seuls les enfants qui ont des capacités motrices suffisamment développées vont être capables de percevoir une différence entre ces 2 types de mouvements. Donc ça veut dire que le système moteur va influencer notre perception. Et plus on a ce système moteur qui est développé, et plus finalement notre perception des actions d'autrui va être fine. La deuxième chose, c'est que on a été, ça c'est un travail que j'ai réalisé à Londres avec des collaborateurs, et Hasegawa a fait une étude en parallèle sur le piano. On a pu montrer toujours, maintenant c'est chez l'adulte, cette influence des capacités motrices de l'observateur. Ici, on s'est amusé à regarder ce qui se passait dans la tête de danseurs quand on leur présente des mouvements de danse qu'ils savent faire versus des mouvements de danse qu'ils ont toujours vus mais qu'ils ne savent pas réaliser. Et ce qu'on peut montrer, c'est que, par exemple, ici, ce sont des femmes qui regardent des mouvements qui sont spécifiques aux femmes, et ici, des hommes qui regardent des mouvements spécifiques aux hommes. Et vous pouvez voir qu'il y a de l'activité uniquement dans ces 2 conditions, alors que si une femme regarde des mouvements spécifiques aux hommes ou l'inverse, il y a beaucoup moins d'activation dans ce système moteur. Donc le message, et c'est la même chose avec le piano, le message c'est que si ce soir vous allez voir un spectacle de danse, il va y avoir de l'activation au sein de vos systèmes moteurs, chez vous tous, mais il y aura beaucoup plus d'activation dans ce système si vous avez la capacité de réaliser les mouvements que vous observez. Alors, quelles sont toujours les limites ? Il y a aussi une influence du contexte social. Il y a 2 études récentes qui montrent que il y a d'autant plus d'activité au sein de ce système qu'il y a une potentialité pour l'interaction avec autrui. C'est-à-dire que si je vous regarde, a priori, on peut rentrer en interaction, vous et moi, alors que si je vous tourne le dos, ça veut dire qu'il n'y a pas de potentialité d'interaction entre nous. Et donc James Kilner a montré, par exemple ici, qu'il y a beaucoup plus d'activation lorsque la personne me fait face que lorsqu'il me fait dos. Et ici, Obermann a montré que si on a ici un gradient, les photos qu'elle m'a données sont pas très claires, mais je vais vous les décrire. On a ici un gradient en fait d'interaction. Ici, il y a 3 personnes qui jouent à la balle, mais ils ont chacun leur balle. Ici, ils jouent et ils ont une seule balle, donc ils se mettent à interagir entre eux.
Et dans le dernier film, les personnes passent la balle et tout d'un coup la jettent vers l'observateur. Donc on a un gradient avec de plus en plus d'implication du sujet et on voit ce même gradient dans le système moteur. Plus il y a des potentialités d'interaction et plus il y a d'activation dans ce système. Et enfin, et c'est là que j'arrive à cette histoire de point de vue, il semblerait, et il y a donc des données qui ont été réalisées par Gazzola, et puis donc ça c'est les données que j'ai trouvées dans des études que j'ai réalisées récemment, il semblerait qu'il y ait aussi une influence, donc non seulement des capacités motrices, mais aussi des capacités que je pourrais appeler socio-affectives. Ici, c'est un sous-facteur d'une échelle d'empathie, et dans l'échelle d'empathie de Davis, il y a 4 sous-facteurs, et notamment la capacité de prendre la perspective d'autrui. Et ce que je peux montrer, et ce qu'a montré Gazzola, c'est que plus le sujet a une capacité de prendre la perspective d'autrui, et plus il y a d'activation au sein du cortex prémoteur ici, pariétal et prémoteur dorsal. Alors, c'est là que mon interrogation arrive, c'est que dans la plupart des papiers de la littérature, on considère ce processus de changement de point de vue, de changement de perspective, comme un processus très cognitif de très haut niveau. Il est défini par De Setti et par beaucoup d'autres, par Davis et d'autres, comme en fait un processus qui est intentionnel et contrôlé. Et ici, ce qu'on voit, c'est pratiquement l'image inverse de ces propositions, qui est qu'il faut avoir des capacités de changer de point de vue pour avoir ce système de résonance qui est activé. Et pour moi, c'est un grand changement, justement, de point de vue sur ce composant-là de l'empathie. C'est-à-dire que ce que ça nous dit ici, c'est que ça serait beaucoup plus automatique, implicite que cognitif, contrôlé et intentionnel. En tout cas, c'est ce que ça suggère. Alors, on peut en discuter. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à en dire pour le moment, mais ça vaut le coup de continuer sur cette piste. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai dit dans cette première partie? C'est que lorsque l'on observe les actions d'autrui, il semblerait qu'on mette en jeu un système de résonance motrice et qui peut-être nous permet non seulement de partager des expériences avec autrui, mais surtout probablement de prédire leurs actions. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une influence très importante des capacités propres de l'individu, tant motrices que socio-affectives, et aussi du contexte social. Alors, je vais continuer, puisque l'idée, c'est que là maintenant, il y a un point de vue assez dominant qui est que ce système de résonance motrice ou ce système miroir aurait un rôle très important dans non seulement la compréhension des actions d'autrui, mais également dans la compréhension des intentions, qui est quand même un autre niveau, c'est-à-dire aller chercher derrière l'action justement l'intention qui est à l'origine du comportement observé. Donc, au cours de ces dernières années, j'ai essayé d'aller chercher à identifier justement les bases neurales de la détection des intentions d'autrui dans leur comportement moteur et d'identifier les liens qui existeraient entre comprendre l'intention et simulation motrice ou résonance motrice. Donc pour ce faire, je devrais commencer par ici, j'ai réalisé en fait des films sur lesquels je présente des acteurs qui vont porter une boîte. Alors vous savez, on dit on va étudier la détection d'intention et puis après on réduit ça très souvent à des paradigmes expérimentaux qui se réduisent à porter une boîte, par exemple. Donc dans ce cadre-là, j'ai demandé à mes acteurs de porter une boîte qui avait plusieurs poids et dans certaines conditions, je leur ai menti. Le but était de créer en fait une condition de fausse croyance pour les acteurs et dans d'autres conditions, je leur ai demandé de me mentir à moi et donc de créer un autre niveau d'intention finalement par rapport à une action qui est accidentelle due à une fausse croyance. Donc j'avais à ma disposition ces différents types de films et puis j'ai mis des gens dans l'IRM et je leur ai demandé de juger par exemple si l'acteur avait une croyance correcte ou incorrecte du poids de la boîte, ou bien si l'acteur avait l'intention ou non de leur mentir par rapport au poids de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce que ça nous dit surtout sur l'implication de ce système de résonance dans la détection des intentions d'autrui ?
Donc ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on demande au sujet de détecter la croyance des acteurs, on retrouve des activations dans le cortex pariétal et prémoteur, donc dans ce système moteur, ce qui nous dit qu'il y a bien l'implication du système de résonance motrice lorsque j'essaye de comprendre les intentions d'autrui. Maintenant, si je regarde un peu plus finement mes données, ce que mes données disent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction au niveau du signal hémodynamique, c'est-à-dire du signal cérébral, entre une action intentionnelle et une action accidentelle ou improbable, c'est-à-dire quand l'acteur avait une croyance correcte ou incorrecte du poids de la boîte. Ce qui veut dire quand même ici, c'est qu'à nouveau, on retrouve une limite de ce système miroir ou de résonance. Il participe à la perception des actions d'autrui, mais à partir du moment où on commence à avoir des actions qui sont un peu plus complexes ou bien accidentelles, c'est-à-dire non attendues par l'observateur, alors on va se reposer sur d'autres régions cérébrales que je vais vous montrer tout de suite, qui sont ici, qui sont des régions du cortex frontal, de l'ACC que je ne représente pas ici, et qui sont en fait des régions qu'on appelle appartenir au cerveau social, ce qui voudrait dire que l'attribution d'états mentaux ou d'intention à autrui n'est donc pas réductible à ce système de résonance, mais repose sur d'autres régions ou d'autres processus un peu plus complexes. Alors j'ai essayé justement de comprendre un peu quelle était l'implication de ces différentes régions du cerveau dit social quand on perçoit et on essaye de comprendre les intentions des autres personnes. Et ce que j'ai pu montrer, c'est qu'il y a une influence des intentions de communication sur ce réseau. Donc par exemple ici, j'ai comparé percevoir en vert l'intention de mentir versus en bleu percevoir si l'acteur avait une croyance ou fausse ou correcte du poids de la boîte. Et en fait, la différence entre ces deux conditions, c'est que si j'ai une croyance fausse du poids de mon verre maintenant et que je fais un geste un peu étrange, finalement, ça ne regarde que moi et mon verre. Vous allez percevoir que c'est une action accidentelle, mais vous n'êtes pas impliqué. Alors que le mensonge, si je fais semblant de porter une boîte qui est très lourde, c'est forcément dirigé vers quelqu'un. Donc c'est la dimension qui diffère entre ces deux actions, c'est que le mensonge est dirigé vers quelqu'un. Il a quand même un but, c'est de manipuler vos états mentaux. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a des régions au sein du cerveau, et notamment le cortex cingulaire antérieur et l'amygdale, qui sont spécifiquement activées que quand l'intention que j'observe a une fonction de communication et que je suis de plus impliquée. Et la dernière chose qu'on a montrée, c'est un papier qui est en préparation, c'est qu'on a aussi une influence des différences interindividuelles. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai montré les capacités motrices influencent sur notre perception, ou mes capacités socio-affectives. Ici, c'est des capacités socio-affectives. À nouveau, c'est ma capacité à être empathique avec autrui. Eh bien, ce qu'on montre, c'est qu'on a des gradients d'activation au sein du singulaire en fonction du score d'empathie de nos sujets. Donc, ça veut dire que ce réseau est modulé à nouveau par le contexte social, par la communication et par les différences interindividuelles. Donc, si je fais un résumé de ce que j'ai dit dans ces deux premières parties, c'est comment comprenons-nous les actions d'autrui ? Il semblerait qu'il y ait deux mécanismes. Et ces deux mécanismes semblent intervenir dans différentes conditions. Le premier, qui est ce mécanisme de résonance motrice, semble intervenir ou semble sous-tendre la perception et la compréhension d'actions qui sont simples, qui sont déjà dans notre répertoire moteur, qui sont donc familières et pour lesquelles je n'ai pas besoin d'aller chercher en fait des informations dans le contexte. Alors que on aurait plutôt des processus inférentiels qui sont mis en jeu lorsque l'on a affaire à des actions qui sont nouvelles, qui sont non attendues, comme cette action accidentelle, et pour lesquelles, du coup, le but doit être inféré à partir du contexte. Ce qu'on a vu aussi, c'est que, dans la dernière diapo, c'est qu'en fonction du niveau de communication de cette intention ou bien de l'implication du sujet,
on a des activations au sein du système émotionnel et donc il y aurait en fait des communications entre ces processus affectifs et ces mécanismes inférentiels. Et donc ce que je voudrais aborder assez rapidement dans la dernière partie de ma conférence, c'est quelles sont les relations qu'il existe entre ces processus affectifs et ces processus de résonance motrice, et y en a-t-il et comment peut-on les mettre en évidence ? Donc, ce qu'on sait au niveau de la perception des émotions d'autrui, c'est qu'il existerait un mimétisme automatique et inconscient, et ça, ce sont des données qu'on connaît et qu'on a vues dans différents papiers maintenant, c'est-à-dire que si je vous montre des visages qui sourient ou qui sont en colère et que je pose sur votre visage des petites électrodes qui enregistrent l'activité de vos muscles, je vais pouvoir montrer que si vous percevez quelqu'un qui est en train de sourire, les muscles sur votre visage qui sont responsables de ce mouvement du sourire vont être actifs. Et si vous percevez quelqu'un qui est en colère, on va enregistrer au contraire de l'activité ici, au niveau des sourcils, qui sont impliqués lorsque vous êtes vous-même en colère. Et ça, les sujets n'en ont pas conscience. Et deux, si je présente ces visages de façon très très rapide pour que vous n'en ayez pas conscience vous-même, on a quand même ce mimétisme. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'automatique, d'implicite, lorsqu'on perçoit les émotions d'autrui. Reste que dans la littérature, il semblerait qu'il y ait différentes interprétations de ces mouvements faciaux. Il y a 3 positions. La première, c'est que je vais avoir ce mimétisme, donc je vais avoir une sorte de résonance motrice avec les expressions faciales d'autrui, et cette résonance avec les expressions faciales d'autrui va engendrer une contagion émotionnelle, c'est-à-dire que je vais ressentir la même chose que la personne. Il y a une deuxième position qui vient plutôt de chez l'animal, qui est que quand je perçois une expression émotionnelle chez autrui, je vais avoir une activation de l'amygdale qui est très importante dans la génération des émotions, et ça va générer, entre autres, l'expression faciale qui correspond à ce ressenti-là, plus d'autres choses comme, par exemple, si j'ai peur, la sudation au niveau des mains, l'augmentation cardiaque, etc. Et en fait, il y a une troisième position qui est, peut-être que ces 2 processus sont indépendants. On aurait un processus de mimétisme, je vous regarde et il y a un processus de résonance, et donc je vais faire exactement les mêmes gestes au niveau de mon visage, et ceci est indépendant de mon ressenti émotionnel. Alors, très récemment, il y a un papier de Moody qui montre que lorsque je perçois un visage en colère ou un visage de peur, je vais engendrer en fait chez l'observateur exactement la même émotion, la même réaction qui est en fait la peur, puisque la colère crée la peur et la peur crée la peur, et donc on n'est pas seulement dans du mimétisme, on semblerait être ici plutôt dans l'émotion motive l'action, c'est-à-dire que je ressens la peur et donc je vais avoir cette expression faciale, mais ça ne me dit rien quant à la dépendance ou l'indépendance de ces 2 processus. L'autre chose sur laquelle je m'étonne, c'est que souvent on parle d'automatisme de ce processus. Or, si on regarde la littérature, il y a une influence des traits de personnalité, c'est-à-dire que plus vous êtes empathique et plus vous allez montrer ces expressions faciales de joie, par exemple, lorsqu'une personne vous montre la joie. Donc, il y a une influence des traits de personnalité et il y a aussi une influence du contexte social et du niveau d'intimité avec autrui. Et ça, c'est une expérience qui vient de sortir, qui montre que le mimétisme, en fait, c'est pas automatique et c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que, à part la joie. Alors, on est tous d'accord pour avoir automatiquement de la joie quand on voit quelqu'un joyeux. Par contre, c'est pas du tout le cas avec la colère. Et avec la tristesse, ça va dépendre de l'appartenance au groupe parce que ça a un coût. Montrer à quelqu'un qu'on est triste quand il est triste, ça a un coût dans le sens où ça veut dire que, de façon, j'ai envie de dire automatique, ça veut dire qu'on va aller l'aider. Et si cette personne n'appartient pas à notre groupe, on ne va pas montrer d'expression de tristesse. Il y a donc une influence du contexte et des différences interindividuelles. Alors, dernièrement, depuis 4 ans, je me suis intéressée justement à ces bases neurales de la perception des émotions d'autrui. Et puis, la question que je me suis posée, c'était donc quels étaient les liens entre ce phénomène de résonance motrice et ce phénomène de contagion émotionnelle.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des films avec des acteurs et on s'est intéressé plus particulièrement à l'expression corporelle émotionnelle d'autrui et surtout, on a utilisé des films parce que ce qui nous intéressait, c'était aussi la dynamique émotionnelle plutôt que simplement un visage statique qui est pas très écologique, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a des activations au sein, donc ça c'est en vert, quand je regarde une expression neutre, je vais bien retrouver mes activations pariétales et prémoteurs, mais ce que vous pouvez voir, c'est quand je perçois par exemple ici la colère, on a des activations cérébrales très différentes qui vont aller plutôt dans la voie ventrale et d'autres régions du cortex prémoteur, ce qui me fait penser qu'il y a bien une résonance motrice, mais c'est associé aussi à une motivation de réagir par rapport à l'émotion d'autrui et de se préparer à réagir à cette émotion. Donc, ce qui me fait penser que ça serait plutôt deux systèmes indépendants, l'un de mimétisme et l'autre qui est simplement une contagion émotionnelle qui engendre elle-même une action qui n'est pas forcément la même que celle que j'observe. Alors, si je reviens à cette histoire de point de vue, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que lorsque je perçois une expression neutre et dynamique, donc ici c'est tout ce qui est dynamique indépendamment du contenu émotionnel, on a donc des corrélations très fortes entre ma capacité à prendre le point de vue de l'autre et le niveau d'activation dans ces régions de résonance motrice. Ce que cette même étude montre, c'est que si cette fois-ci je vais par exemple dans cette région ici du prémoteur qui est plutôt liée à ma réaction à vos émotions, c'est-à-dire que si vous êtes en colère, je me prépare à réagir, peut-être à fuir face à votre colère. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, on a une corrélation très forte avec cette capacité à prendre le point de vue d'autrui. Donc, plus j'ai cette capacité à prendre la perspective d'autrui, plus j'ai ces phénomènes de résonance motrice, mais plus aussi je suis capable de préparer ma propre réaction à l'émotion d'autrui et donc à réagir de façon adaptée à vos émotions. Et enfin, toujours dans cette même histoire des différentes influences de ces différents processus, on a bien une influence aussi de la réactivité émotionnelle. Ici, on a regardé ce qui se passait chez des gens qui sont alexithymiques ou non alexithymiques, c'est-à-dire qui ont des problèmes d'identification ou de communication de leurs émotions, et on voit que la région de l'amygdale en particulier est de moins en moins activée avec vos scores d'alexithymie, c'est-à-dire plus vous avez des difficultés à identifier et à communiquer vos émotions et moins vous avez d'activation dans cette région qui est indispensable dans la génération des émotions. Et la corrélation est inverse dans la région de régulation émotionnelle. Donc pour finir sur cette dernière partie, et puis surtout pour conclure, ce que j'espère vous avoir démontré, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une résonance motrice et une contagion émotionnelle lorsque je perçois autrui exprimer des émotions de façon dynamique. Ces deux processus seraient indépendants et sous-tendraient une forme de compréhension et de réaction implicite aux émotions d'autrui. Ce phénomène de résonance, à nouveau, permet de communiquer donc une empathie ou permet d'informer autrui qu'on a bien compris leur état émotionnel et c'est donc très important dans la cohésion sociale. Donc, ce que je voudrais conclure, c'est que la compréhension des comportements d'autrui n'est donc pas réductible au système moteur, mais il fait intervenir beaucoup d'autres processus. Et comme j'espère vous l'avoir montré, ce sont des processus qui sont eux-mêmes influençables, non seulement par le contexte social, mais aussi par les différences interindividuelles dans les capacités motrices ou socio-affectives, et aussi selon si vous êtes plus ou moins impliqué dans certaines interactions avec l'autre. Et c'est cet ensemble de mécanismes qui travaillent en synergie, les uns avec les autres, qui sous-tendent ces capacités socio-cognitives qui sont indispensables à notre interaction avec autrui. Et donc, pour finir, c'est juste pour dire qu'il nous reste beaucoup de travail, parce que maintenant que nous avons étudié chacun de ces composants de façon indépendante, il va nous falloir aller regarder les interactions entre ces trois systèmes. Je vous remercie.